il y avait des remarques qui avaient été faites sur des coquilles, ouais. Donc Claire me disait qu'elle avait corrigé dans le PV définitif, bien entendu. Sinon, est-ce que vous aviez d'autres remarques, hormis ce qui a déjà été signalé par mail? Non, donc je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Donc l'approbation du précédent conseil est faite. Nous allons maintenant passer à la liste des pouvoirs. Donc le premier, c'est un pouvoir de Magali Bazia qui donne pouvoir à Annie Lacassin, Bernard Durand qui donne pouvoir à Brigitte Mangionne, Audrey Lambert qui donne son pouvoir à Jean-Louis Berger, Sophie Thévenet qui me donne son pouvoir, et Maud Salène qui donne son pouvoir à Daniel Tassel. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des pouvoirs. C'est vrai que le conseil étant été décalé de date, c'est pour ça qu'il y avait certaines personnes qui avaient déjà des engagements sur cette date. Ceci étant dit, je vais maintenant demander qui souhaite être secrétaire de séance. Brigitte, voilà, un engouement. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? S'il n'y a pas d'autres candidats, je vous propose de désigner Brigitte Mangionne comme secrétaire de séance. Donc nous allons maintenant passer au vote des délibérations. La première concerne les travaux d'extension du groupe scolaire du Rocher et de l'école de musique. Donc un certain nombre d'avenants à vous présenter ce soir, en sachant que le groupe de travail MAPA s'est réuni le 2 mai. Donc le premier lot qui subit un ajustement, c'est le lot d'Herbecou, le lot numéro 3. Donc c'est la VRD maçonnerie et façade. Et d'Herbet, plusieurs sous-traitants. Donc il y a déjà, dans un premier temps, une plus-value concernant d'Herbet de 4 915 € pour la pose de 3 plots sous le préau qui ont été modifiés pour la pose du préau photovoltaïque. Donc il y a eu une modification. On aura par la suite une moins-value sur ce même sujet, mais là c'était prématuré pour la présenter. Après, il a un co-traitant qui est BTP Balcon Est, qui présente une plus-value de 21 319,50 €. C'est une modification. Et puis le fait de faire les choses de manière, j'allais dire faire les choses au top, c'est l'aménagement de l'impasse Giraudière, où sur tout le long du bâtiment, on a prévu de faire une prémurette en béton pour éviter que les voitures se stationnent sur le trottoir qui est tout le long du bâtiment. Parce que sinon, on sait comment ça se passera. Le matin, on viendra. Les mamans arriveront avec leurs poussettes parce que c'est pour se rendre à la maternelle. Donc, pas mal de poussettes. Et on va se retrouver avec des voitures garées tout le long. Donc, on a fait mettre une prémurette qui va faire 25 cm de haut à peu près. Et qui empêchera le stationnement de tout véhicule. Donc, pour permettre la circulation piétonne dans de très bonnes conditions. Et surtout pour la sécurité des plus petits. Et enfin, le deuxième sous-traitant, c'est Blangonnet. Donc, c'est le sous-traitant façade du lot numéro 3, toujours d'Herbecou. Et là, il y a deux choses qui ont été rajoutées, qui n'étaient pas prévues initialement. Et on s'est dit que c'était quand même judicieux de le faire maintenant. C'est qu'on va refaire le pignon du mur de Fontamusique, qui juxte juste la construction. Et on s'est dit que, on l'a vu... Et c'est vrai que c'est assez moche de faire un truc comme ça, et on en profite pour faire un doublage pour l'isolation par l'extérieur. Et enfin, on refait un tout petit morceau de mur dans l'école, dans la cour de l'école primaire. C'est le mur qui jouxte aussi le nouveau bâtiment, sur lequel il y avait, pour ceux qui sont déjà à la cour primaire, sur lequel il y avait un tableau qui était vraiment abîmé. Donc on fait refaire le mur et on le fait repeindre. Donc voilà, ce marché, le montant initial était de 776 926 €. On avait déjà passé des avenants pour 87 000 €. Et on passe un nouvel avenant de 34 095,11 € hors taxe.
Le deuxième ajustement, c'est le lot 6, Raffin, menuiserie extérieure. Marché initial 317 588 euros. On avait déjà passé un premier avenant de 49 796 euros. Donc là, c'était uniquement la revalorisation du coût du métal suite à l'augmentation galopante des matières premières de l'année dernière et dont l'aluminium pour ce qui les concerne. Ici, on passe une moins-value de 12 023,62 qui concerne une modification du système d'accroche des lettres en façade et puis une modification du garde-corps qui a été modifié. Donc là, finalement, on a un moins sur ce lot. Le lot numéro 8, après, c'est A2M, c'est les menuiseries intérieures avec un montant initial de marché de 186 277 euros. On avait un premier avenant de 6 450 euros qui était la revalorisation du coût des matières. Et là, de nouveau, on a une moins-value de 3 573,13 euros. Donc là-dedans, on a à la fois une plus-value, c'est une porte coupe-feu qui a été rajoutée à la demande du bureau de contrôle sécurité. On a modifié les plans de travail qui sont dans les classes. On a dû diminuer, du coup ça coûte un peu plus cher. Et par contre, on a une moins-value qui, donc ça on a des plus-values, une moins-value qui concerne la modification des façades des placards, puisque initialement on avait prévu du côté du tableau, enfin sur l'avant des classes, on avait des portes de placard qui faisaient toute la longueur, y compris devant les VPI. Et finalement, en discutant avec les enseignants, il s'avère que c'est pas forcément utile. Donc on laisse les deux portes de placard sur les côtés qui font vraiment placard, et les portes centrales finalement sont pas utiles. Donc ça fait une moins-value qui compense justement les plus-values qu'on a à d'autres niveaux. Le lot suivant, c'est le lot numéro 9 dans l'entreprise CFC, donc c'est le carreleur, un montant initial de marché de 72 511,30. On n'avait pas fait d'avenant précédemment parce que c'était pas encore d'actualité. Et là, on a un avenant de 4 455 euros qui concerne des reprises de chape sur les jonctions avec les anciens bâtiments. On s'est aperçu que 6955, pardon, parce que moi j'ai un document qui est ancien où c'est marqué 4455. Donc, pardon, la délibération, c'est bien, pardon, vous faites bien de me le dire. 6450. Donc, 6 décidément. Alors, je suis désolé, je n'ai pas les mêmes chiffres. Je vais avoir aussi une vieille version des délibes, je pense. Enfin, ou sauf si je lis pas les choses correctement. Ah si, pardon. Oui. Non, c'est moi. C'est moi qui suis fatigué, 6955. Bon, je reviens quand même malgré tout sur ce que je vous disais. Donc, quand on avait des jonctions à tous les niveaux entre les anciens et les nouveaux bâtiments, au niveau de l'étage côté école de musique, donc il y avait un petit décalage qu'il a fallu rattraper. Donc, il y a une partie qui a été faite par Derbecou dans le lot numéro 3. Et après, il y a le maçon qui a fini de faire un réagréage pour arriver à avoir la pente de 5% conforme à l'accessibilité. Donc on a eu une reprise ici, on a eu une reprise à l'étage inférieur, donc direction école primaire, direction de la salle polyvalente. Et de l'autre côté, on avait une jonction aussi qui nécessitait une reprise. C'est la jonction vers les salles de l'école primaire, des salles de l'école primaire, donc de l'ancienne partie de l'école. Donc voilà, c'est reprise de chaque au niveau des jonctions. Concernant le lot numéro 10, qui est l'entreprise Bailly, c'est les sols souples. Donc un montant de marché initial de 29 349. Un premier avenant de 865 euros qui avait été pris. Et nous en avons un deuxième de 887,50 euros, qui est un rectificatif des quantitatifs qui avaient été estimés au marché. On s'est aperçu qu'il manquait quelques mètres carrés pour mettre du sol souple dans toutes les classes. Donc c'est un ajustement qui a été fait à ce niveau-là. Lot numéro 11, c'est PPH, qui concerne les peintures. Un montant de marché initial de 34 995.
Le premier avenant qui avait été de 3 600 € pour des prestations complémentaires. Et là, par contre, on a une moins-value de 4 628 € qui concerne la suppression de certaines prestations qui avaient été prévues initiales et qui n'ont pas été jugées utiles. Donc ça concerne des revêtements de toile sur certains murs et des peintures magnétiques qui ont été supprimées. Le lot numéro 12 CFA, c'est les ascenseurs, donc 20 900 pour le montant du marché initial. Il n'y avait pas d'avenant précédent puisque ce n'était pas encore d'actualité. Et là, il y a une plus-value de 1 000 € qui concerne l'ajout d'un kit GSM pour la connexion de l'ascenseur au réseau téléphonique. Donc c'est une obligation. Initialement, on pensait le faire avec un abonnement Orange tout en filaire. Et du coup, on se dit que c'est plus simple de mettre un kit GSM. Donc on n'a pas eu les réseaux à tirer. On n'aura pas d'abonnement Orange à payer. Mais par contre, on a un kit GSM à rajouter sur l'ascenseur. Sachant que, bien entendu, je le redis, c'est une obligation que tout ascenseur, enfin que ce soit là ou ailleurs, tout ascenseur doit être connecté à un GSM ou à une ligne téléphonique en cas de panne. Le lot numéro 13 VO10, donc c'est le lot électricité, un montant de marché initial de 238 511,69, des premiers avenants qui avaient été passés pour 26 103,55 €. Et là, un nouvel avenant de 3 891,76 qui 8 391,76. J'ai du mal avec les chiffres ce soir. Donc là, il s'agit du remplacement de la centrale incendie des anciens équipements de l'école. Donc il y a un certain nombre, à la demande du bureau de contrôle, on s'est aperçu que la connexion à la centrale des anciens bâtiments ne marchait pas tout à fait. Donc il y a des ajustements à faire. Donc c'est bien pour la défense incendie. Et enfin le lot CVSD, le dernier, donc c'est le plombier. Un montant de marché initial de 436 166. Un premier avenant de 50 999 qui avait été déjà passé. Là, un nouvel avenant de 3 361 € qui concerne la modification des éviers dans les salles de classe et la remise en fonctionnement de la sous-station pour le raccordement à la centrale d'air. Donc c'est le remplacement d'une vanne de circulateur. Voilà, je vous ai donné un grand nombre d'explications sur ces avenants. Est-ce qu'il y avait des questions ou est-ce qu'on passe au vote? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération numéro 2 est le vote du taux de taxe d'habitation. Donc en fin d'année, on avait oublié de voter le taux de taxe d'habitation puisqu'on ne le modifiait pas, mais on aurait dû quand même le voter. Donc il est proposé de maintenir le taux de taxe d'habitation qui était celui de 2019 à 6,35%, en sachant que tout le monde aura pu lire dans sa délibération que la taxe d'habitation est uniquement prélevée sur les résidences secondaires. Des questions ? Pas de questions? Merci, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Nous passons à la délibération suivante, qui est une subvention exceptionnelle à Fontanil Triathlon. Et je passe la parole à Jean Reynon qui va présenter cette délibération. Merci Monsieur le maire. Donc le Fontanil Triathlon avait sollicité une subvention exceptionnelle pour leur aquathlon, leur deuxième aquathlon, qui s'est déroulé le 12 mars 2023 à la piscine du Néron. Donc, afin d'encourager l'association sportive et leurs bénévoles de poursuivre l'animation du village, il est proposé de verser une subvention exceptionnelle de 750 € permettant de combler leur déficit qui a eu lieu à la première organisation de manifestation. Voilà. Si vous avez des questions. Merci. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération suivante est également une subvention exceptionnelle. Là, c'est l'association Artémus. De nouveau, Jean Reynaud. Donc, l'association Artémus a sollicité la commune afin d'obtenir une subvention exceptionnelle pour l'organisation du festival Jeune Étincelle qui a eu lieu du 17 avril au 26 avril.
Et donc afin d'encourager l'association et leurs bénévoles de poursuivre l'animation du village, il leur a proposé de verser une subvention exceptionnelle de 3 500 € permettant de la programmation du festival qui a déjà eu lieu. Merci. S'il y a des questions, oui. Laure. J'ai une question. Pardon. Regardez, problème, je vais parler fort, problème de micro. Non, il faudrait. Sinon. Essayez le vôtre, il marche peu. Si, parce que ça ne sera pas enregistré C'est sinon. pas grave, je survivrai, c'est pas enregistré. Tiens, Juste, c'est pas sur le fond, c'est super le soutien que vous apportez à Artemus, je reviens pas là-dessus, c'est sur la forme. Je comprends pas bien ce qu'on vote en fait, parce que c'était pour l'organisation, ils ont fait comment Artemus? Ils ont fait l'avance des frais? Alors, le principe qu'on a pour toutes les subventions exceptionnelles qu'on vote en cours d'année, on l'explique lors du budget que lorsque Jean rencontre les associations, elles ont pour certaines une subvention, pour d'autres elles n'en ont pas d'ailleurs. Et quand elles souhaitent engager des projets un peu exceptionnels qui sortent de l'habituel ou qui ne sont pas annuels, qui sont ponctuels, on leur dit on peut vous accompagner si le projet se réalise. Donc on les prévient avant le début de l'organisation que si le projet se mène à son terme, qu'on peut les accompagner à hauteur d'un certain montant. Donc que ce soit pour le triathlon, pour Artemus ou pour d'autres, en général on leur dit si vous partez dans votre projet, eh ben on vous accompagnera à telle hauteur. Mais on attend bien que l'événement soit passé, parce que s'ils ont des projets quand ils les présentent en décembre et que le projet tombe à l'eau pour plein de raisons, donc à ce moment-là, on ne donne pas la subvention. On la donne une fois que le projet est fait ou quasiment fait. On verra sur la délibération d'après que le projet n'est pas tout à fait abouti, mais il est largement engagé. C'est pour ça qu'on votera. Enfin, je ne vais pas anticiper la prochaine délibération, mais on y reviendra. Donc voilà, le principe général, c'est vraiment de dire... C'est à l'assaut de faire l'avance. Non, je pense pas. On a des problèmes. On a prêté la salle à une association et qui nous a tout déréglé le son, le machin. Donc il faut qu'on s'en ait aperçu aujourd'hui. Il faudra qu'on fasse venir un spécialiste parce que apparemment, alors j'ai de la chance. Oui. Où je suis privilégié, moi ça marche, mais je sais. Non, mais on a essayé de faire des réglages tout l'après-midi. Apparemment, il y a certains micros qui marchent et pas tous. Oui, voilà, oui. Après, il y a des fois, où c'est, on attend, ça peut arriver qu'on le prenne tout petit peu avant, mais bon, ça dépend des fois. Enfin, en général, les associations, elles aiment bien savoir sur quoi elles peuvent compter. Après, en termes de trésorerie, il y a des fois, elles arrivent à faire le joint. En l'occurrence, je pense qu'Artemus a pu faire le joint. Elle a peut-être pas payé tous ses prestataires comme on délibère quelques jours après la fin du festival. Oui, c'était un succès. C'était là. Alors on a voulu les accompagner aussi, c'est parce que c'était la première édition. On verra si, a priori, Elodie était assez contente de la publication, donc du nombre de personnes qui ont assisté. Donc j'imagine qu'elle va nous dire qu'elle fera la version 2 l'an prochain. Et on verra si on l'accompagne à la même hauteur. Mais a priori, c'est souvent, on le dit, on ne veut pas donner des subventions systématiques, mais il y a le fonctionnement des associations, et aussi, c'est ce qui était pour le triathlon, et ce qui est pour la délibération d'après sur Plantes en Folie, c'est aussi les accompagner sur des projets. Au prochain conseil municipal, on devrait, si a priori ça devrait arriver au bout, à accompagner la CIDI aussi sur leur projet de comment ils l'appellent, le truc du Fontalivre. Voilà, sur Fontalivre qui doit avoir lieu début juin. Voilà. D'autres questions? J'ai répondu à toutes vos questions. Bon, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et la délibération suivante, j'avais déjà un tout petit peu parlé, mais c'est la subvention exceptionnelle à Plantes en Folie. Mais maintenant, Jean va la présenter. Donc l'association Plantes en Folie a sollicité aussi une subvention exceptionnelle pour réaménager le jardin ethnobotanique à l'automne 2023. Donc l'association souhaite réaménager les bacs et les plantes bandes du jardin en collaboration avec les services techniques. Elle souhaite également acheter de nouveaux plants et améliorer la signalétique des plantes et finir la rédaction et l'édition du nouveau livret. Donc est à l'étude.
Donc pour cela, donc, elle nous demande une subvention de 1 000 € pour la réalisation de tout ce projet. Donc pour information, j'ai rencontré juste avant le conseil Plantes en Folie pour faire le point. Donc on va finaliser certaines choses, donc, mais pour la subvention, on va avancer déjà l'achat de plans et de pas mal de choses. Donc les 3/4 sont faits, donc voilà. Si vous avez des Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci beaucoup. La délibération suivante est le remplacement d'un élu démissionnaire au sein du conseil d'administration du CCAS. En l'occurrence, c'est Vincent Corbasson qui n'a pas le temps de s'investir comme il le souhaiterait au sein du CCAS et qui préfère laisser la place à un élu qui aurait plus de disponibilité pour s'investir. Et donc, si Annie Lacassin veut bien, en tant que représentant de notre groupe, présenter le candidat que nous présentons sur ce poste du CCAS. Voilà, donc la candidature de Salvatore Caltagirone. Est-ce que je vous propose de rappeler la liste des membres actuels? Donc il y a Magali Bazia, Annie Lacassin, Florence Roussin, Renaud Antoine, Pascal Lépinet, et il y aurait Salvatore Caltagirone. Je vous propose de faire un vote pas à main levée habituel, sauf s'il y en a qui souhaiteraient que ce soit un bulletin secret. Non, donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Félicitations à Salvatore qui devra marquer le coup dans les jours à venir. Non, je plaisante. Bon, merci pour lui. La délibération d'après et la convention de géoservice portant le règlement de mise à disposition de l'application cartographique d'aide à la gestion de crise, l'ACDC. Et en l'absence de Bernard Durand, c'est Renaud Antoine qui va nous présenter cette délibération. Bien, avant de lire la délibération, je voudrais simplement rappeler un peu l'historique et le contexte. Tout a commencé avec la promulgation de la loi Matras en 2021. La loi Matras a été mise en place pour intensifier l'application des dispositions opérationnelles de tout ce qui était prévention des risques. Pour nous, la conséquence au mois d'octobre, c'est que Monsieur le maire et le conseil municipal a nommé un délégataire spécifique pour la prévention des risques. C'est le cas au Fontanil, mais c'est le cas dans les 48 autres communes de la métropole. Et donc, après ça, au mois de novembre de la même année, de 2022, la métropole s'est dit, on va créer un groupe, ce qu'ils appellent un service mutualisé, une communauté de tous les délégataires prévention des risques. Alors, dans cette délégation, s'est rassemblés tous les délégataires autour de deux choses. D'abord, les méthodes. C'est comment on peut travailler ensemble, quel dynamisme on peut mettre pour que les plus en retard rattrapent ceux qui sont en avant. Je rappelle que c'est systématique, ceux qui sont toujours en retard, ce sont les petites communes, parce qu'il faut chaque fois tout recommencer après chaque mandature, tandis que les grandes communes, ce sont des dossiers suivis par des agents territoriaux, administratifs ou techniques, ce qui fait que ça devient leur métier, et année après année, ils peuvent cumuler. Donc, c'est grâce à cette communauté qu'on a eu des experts à disposition, qu'on a des formations OLD ou plan communal de sauvegarde, et c'est grâce à ces gens-là aussi qu'on a eu notre exercice. C'est ce bénéfice-là. Et cette approche méthode a fait l'objet d'une convention au mois de mars. Cette convention qui nous a coûté 193 €, qui nous coûtera 180 € chaque année, permet de mettre tout ça en place. Mais la deuxième chose, ce qui manquait, c'était des outils. On avait une méthode, mais il n'y avait pas d'outils. Donc le principe de cette convention-là, il y a 3 points importants. Déjà, cette convention, elle est gratuite. Elle vient compléter l'approche méthodologique. Et c'est la mise à disposition des cartes de vulnérabilité. Alors quand il y a beaucoup de vulnérabilité, c'est qu'il y a un risque élevé et beaucoup d'habitants. Donc c'est rouge sur les cartes à ces endroits-là. Donc il est gratuit.
Il y a des formations qui sont gratuites et Claire décidera qui ira aux formations. C'est au moins 2 personnes, j'imagine Madame Reynaud et Madame Monin, puisque c'est leur outil quotidien. Et puis, l'accès à la base de données se fait via un serveur de la métropole et la métropole s'engage à la maintenabilité et à la maintenance de l'outil. Et bien sûr, la RGPD, la maîtrise des données. Bon, je reprends tout ça. Donc, en gros, dans le cadre du service mutualisé risque et résilience, c'est le nom de cette communauté de Grenoble-Alpes Métropole, auquel la ville du Fontanil a adhéré par délibération le 7 mars 2023. Une convention de prestation géoservice est proposée. Afin de valoriser et permettre une centralisation des informations géographiques nécessaires à la gestion des risques naturels et technologiques sur le territoire de la métropole, a développé une application web cartographie qui s'appelle ACDC. Je n'ai jamais, entre parenthèses, connu le nom exact de ACDC, à part groupe de rock, pour application cartographie d'aide à la gestion de crise. Donc c'est bien un outil d'aide à la gestion de crise. Les 3 cartes que nous avons eues pour notre exercice viennent de cet outil. Tout en bénéficiant de son utilisation pour ses besoins propres, les astreintes, services d'exploitation et GEMAPI. Alors, le GEMAPI est aussi un organisme départemental qui est en fait la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. C'est ce groupe-là qui a mis la caméra sur le pont rue du Rafour. La métropole... Pardon ? GEMAPI, c'est métropole. Métropole. Je ne sais plus où je suis. La métropole met à disposition des 49 communes métropolitaines sur les modalités définies par la présente convention portant règlement de mise à disposition. Cette prestation n'engendre aucun coût. Vu le projet de convention des géoservices sortant le règlement de mise à disposition, l'application cartographique d'aide à la gestion de crise, ACDC, le conseil municipal motorise. Enfin, l'objectif, c'est de m'autoriser à signer la convention avec le président de Grenoble-Alpes Métropole. Merci Renaud pour cette présentation. Est-ce que ça appelle des questions, des demandes d'explication ou rien du tout? Est-ce que ça marche? Bah, je vois un gros message bleu, donc je crains que ça ne marche pas. Bon, est-ce qu'il y a malgré tout des questions? Pas de questions, c'est clair pour tout le monde. Eh bien, merci. Donc, on va passer au vote pour m'autoriser à signer cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, unanimité. Merci beaucoup. La délibération suivante est une nouvelle convention d'instruction de dossiers d'urbanisme isolés. Et je vais passer la parole à Jean-Louis Berger qui va vous rapporter cette délibération. Et avant. Non mais tiens, elle est là, Jean-Louis. Alors, Grenoble-Alpes Métropole propose plusieurs niveaux de services mutualisés pour l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. La ville du Fontanil a choisi de conserver en mairie cette instruction. Toutefois, il est possible pour la ville d'avoir recours au service mutualisé d'instruction d'urbanisme de la métropole pour des actes isolés à raison de 2 dossiers maximum par an. Cette offre permet de déléguer la mission d'instruction aux agents métropolitains pour les dossiers les plus complexes, notamment les permis de construire concernant des bâtiments industriels qui nécessitent un niveau d'expertise poussé et un temps d'instruction important. La Convention a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles la commune peut confier à la métropole l'instruction des autorisations et des actes relatifs à l'occupation du sol. Il est rappelé que les autorisations restent délivrées par le maire au nom de la commune, mais que l'instruction peut être prise en charge exceptionnellement pour 2 dossiers par an et éventuellement par commune. Il est précisé qu'une convention de géoservice pour l'utilisation du logiciel métier Oxalis a déjà été établie avec la commune afin de préciser les conditions de mise à disposition du logiciel, autorisation du droit des sols par Grenoble
Alpes Métropole auprès de la commune. Au-delà de sa mission d'instruction, le service instructeur de la métropole peut apporter son conseil sur les projets, dans ce cadre sur demande expresse de la commune et en cas de projet particulier. Donc le service instructeur peut accompagner la commune pour recevoir et conseiller le pétitionnaire. La métropole propose au maire une décision de refus motivée ou une décision favorable à la délivrance de l'autorisation comportant ou non des prescriptions, et il est rappelé que le maire peut aller à l'encontre de la proposition d'arrêté. Si la commune le demande, le service instructeur peut rédiger un courrier explicatif pour le demandeur, accompagnant l'envoi de la décision favorable. Le coût de la prestation forfaitaire est payable après le service et est fixé à 900 € TTC par acte. Vu le projet de convention d'instruction de dossier d'urbanisme isolé, le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé, approuve la convention d'instruction de dossier et autorise monsieur le maire éventuellement à signer tout document. Éventuellement, si vous m'autorisez, oui, c'est ça. Et s'il y avait des questions par rapport à ce sujet, donc c'est plus une sécurité, on pourra y avoir accès, donc c'est limité à 2 par an. On peut ne pas y avoir du tout recours, on peut le faire jusqu'à 2 fois. Ça nous paraissait intéressant, puisqu'il y a des mutations en cours sur la zone d'activité, donc c'est vrai que c'est des dossiers qui sont un peu plus complexes, en sachant que l'activité économique est gérée au niveau de la métro, donc ça nous paraissait intéressant de signer cette convention pour une durée de 3 ans à partir du 1er juillet, me semble-t-il. C'est ça. 1er juillet 2023, voilà. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions, je vous propose de passer au... Oui, question. Est-ce qu'il y a un engagement vis-à-vis des délais? Parce qu'il y a des délais en termes de les non-réponse et de la part de la mairie. Non, mais bien entendu. Si on signe la convention, la métro respecte les délais légaux de traitement des dossiers d'urbanisme. Non, mais ça, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ce sujet-là. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à tous. La délibération suivante est l'approbation du règlement intérieur de Fontamusique, qui est notre école de musique, en rappelant que nous avions adopté un règlement intérieur en 2017 et qu'il y a lieu de revoir un certain nombre de sujets, dont principalement un sujet dont je vais vous relater, qui est dans l'article 2, tarification. Et c'est le point B, je vais vous lire, le point C, pardon. L'école s'engage à dispenser 30 cours individuels au minimum. Les cours ni honorés ni remplacés sont remboursés si les absences de l'enseignant ne permettent pas d'atteindre le nombre de 30 cours sur l'année scolaire. Donc voilà, c'était pour essayer de faciliter les choses pour tout le monde en termes de facturation, mais aussi en termes de lisibilité pour les usagers de l'école de musique. Donc l'engagement est de 30 cours si pendant un trimestre l'enseignant est est absent et peut assumer tous ses cours et qu'il n'arrive pas forcément à tous les récupérer dans le premier trimestre. Il y a la possibilité qu'il les récupère sur le 2e ou le 3e. Et puis, finalement, on tirerait un trait final qu'au 30 juin, enfin à la fin de l'année scolaire, où si finalement l'élève n'a pas eu ces 30 cours, qui est l'engagement de la collectivité, et donc de l'école de musique, dans ces cas-là, on lui fait une minoration de sa dernière facture. Ça évite de faire des ajustements sur toutes les factures, ce qui est assez chronophage et pas forcément très judicieux, parce qu'il y a des fois, ça arrange de reporter les cours en fin d'année, si ça peut être en fonction des disciplines. Voilà le principal élément de changement qu'il y a dans ce règlement intérieur. Est-ce qu'il y avait des questions? S'il n'y a pas de questions, alors j'en profite pour vous informer, mais elle n'est pas là ce soir,
que Sophie Thévenet sera maintenant, au niveau des élus, la nouvelle référente de l'école de musique. Donc ça m'embête de le dire en son absence, mais comme la délibération arrive à l'ordre du jour, j'en profite pour vous informer à ce sujet-là. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce projet de règlement intérieur? Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à vous. Et on reste toujours à l'école de musique avec la tarification. Donc, juste pour rappeler que les derniers tarifs remontent à la délibération du 4 avril 2017 pour une application au 1er septembre 2017, que depuis lors, on n'avait pas revu les tarifs, principalement lié au fait qu'on les ajuste pas systématiquement, puisqu'on essaie de les faire évoluer souvent en lien avec l'inflation. Et que l'inflation qu'on a connue ces derniers mois nous amène à nous trouver un décalage assez substantiel par rapport aux tarifs qui étaient d'actualité. Donc c'est pour ça que dans les délibérations, on vous met que l'indice, donc l'IPC, qui est l'indice des prix à la consommation, a évolué de 13,58% sur la période de septembre 2017 à avril 2023. Donc il vous est proposé d'actualiser l'ensemble des tarifs de cette augmentation de l'IPC, soit de 13,58 €, alors arrondi à l'euro près. Donc voilà, et vous avez les grilles sur les cycles complets, les hors-cycles, percussion brésilienne et éveil musical, donc qui ont été actualisés. Élève adulte, un élève adulte ou un premier enfant, deuxième enfant de la famille mineur ou étudiant, troisième enfant et plus de la famille mineur ou étudiant, et enfin un tarif spécifique pour les extérieurs, qui est bien entendu majoré comme ce qu'on pratique à chaque fois qu'on peut le faire. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Nous passons à une nouvelle approbation de règlement intérieur, et ce coup-là, c'est pour les accueils périscolaires, et je donne la parole à Jean Reynaud. Merci. Donc des accueils périscolaires, donc garderie du matin et pause méridienne sont organisés par la ville du Fontanil, encadrés par des agents municipaux. Ces différents temps d'accueil constituent le temps périscolaire. Donc ces temps sont organisés pour répondre aux besoins de garde des familles en dehors des temps scolaires, revêtent une fonction éducative auprès des enfants, en moyenne 46 enfants le matin et 270 à midi, et s'inscrivent dans le cadre d'un projet éducatif territorial. Donc le règlement intérieur vise à définir le fonctionnement de ces temps d'accueil à une mobilité d'inscription, d'organisation pratique et de responsabilité et de sécurité à compter du 1er septembre 2023. Donc vous avez en annexe le règlement on avait déjà voté, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Et ce qui change, c'est ce qui est surligné en noir, vu que c'est tout enfant dont l'attitude perturbe le bon fonctionnement de l'animation périscolaire matin, midi et soir, IFAC, non-respect des consignes de violence, insulte peut entraîner des sanctions comme par exemple exclusion temporaire ou définitive de ces services. Toute détériorisation des biens communaux imputable à un enfant sera à la charge des parents. Donc voilà, je vous laisse approuver ces nouvelles modifications du règlement. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui. Nous avons... Malheureusement, on a quand même beaucoup de dégradation à l'école, donc que ça se passe aussi pendant le temps scolaire, que ce soit scolaire, périscolaire, ou c'est vrai qu'on a beaucoup de dégradation dans les sanitaires, les jeux. Il y a beaucoup de dégradations qui sont malheureusement à déplorer. Donc le travail qui a été fait depuis cette année, c'est aussi un travail de partenariat entre les enseignants, les services de la mairie pour le périscolaire matin et midi, et l'IFAC. C'est pour ça que là, dans le règlement, on parle de l'IFAC aussi. C'est-à-dire qu'on a essayé aussi d'harmoniser les règles. Alors, bien entendu, sur le temps scolaire, les enseignants sont maîtres de la discipline des élèves. Mais ce qu'on a voulu cette année, le travail qui a été fait, c'est aussi d'avoir une fiche de suivi qui permet justement, quand il y a une signalisation qui est faite sur un enfant, et ben on est sûr qu'au moins tout le monde a la même information. Et tout le monde a le même degré d'information.
Et les premiers, enfin Jean pourrait peut-être rajouter un mot, mais les premiers retours étaient plutôt très positifs de l'ensemble des parties. Oui, le retour, c'est que donc ça n'existait pas avant il y a 2 ans, donc on s'est rendu compte qu'il y avait un dysfonctionnement. Donc maintenant, les 3 parties sont réunies et s'organisent ensemble. Donc dès qu'il y a un souci, par exemple avec un enfant, ce qui a été le cas, toutes les parties prenantes le savaient, donc se concertaient et on était d'accord sur l'action à mener. C'est arrivé pour un enfant, oui. Voilà. Heureusement, c'est que exceptionnel au C'était Fontanil. Donc on exceptionnel. peut se dire qu'on est privilégié, mais c'est pas là. Je pense que c'est pas le cas dans toutes les communes, mais bon. C'était une C'est pour ça exclusion que- temporaire, hein, donc je précise, temporaire. Voilà. Mais donc c'est la vigilance aussi qui fait que les choses fonctionnent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de voter ce règlement intérieur. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Unanimité, merci. Et la dernière, je sais plus si c'est la dernière, bon, la délibération suivante, c'est l'approbation du règlement de fonctionnement de l'univers du tout petit. En l'absence de Magali Bazia, c'est Annie Lacassin qui va vous présenter cette délibération. Oui, donc moi je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que sinon il y C'est a bien. 20 pages. C'est une bonne idée. Je vais juste vous donner quelques précisions ou ajouts quand ça change. Sinon, je pense que ce n'est pas utile qu'on relise tout. Alors dans le préambule, là, on a dû rajouter le décret et la charte de laïcité de la famille. Donc, décret numéro 20-131-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil du jeune enfant et à la charte de laïcité de la branche famille. Après, concernant l'organisation, celle-ci nous permet, en cas de besoin, d'accueillir des enfants en surnombre, respectant le taux d'encadrement. On a dû préciser la catégorie de l'établissement, ERP type R, 5e catégorie sans sommeil. Après, la capacité d'accueil, en ce qui concerne la capacité d'accueil du Fontanil, celle-ci est de 46 places, sans dépasser 100% de la capacité horaire hebdomadaire, conformément à l'arrêté du 8 octobre 2021. Alors ensuite, dans la mission de la structure, dans le titre de la mission de la structure, on a ajouté favoriser la socialisation des enfants au sein de collectifs de taille adaptés aux activités proposées. Apporter leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle, sociale et familiale. Concourir avec le concours du référent santé et accueil inclusif, un accueil individualisé et inclusif de chacun des enfants, notamment de ceux présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique grâce à un accompagnement spécifique dans le cadre de locaux adaptés. Ouais, on n'aurait jamais pu. Concernant la composition du personnel, on a fait des précisions. Le personnel chargé de l'encadrement des enfants est constitué de la manière suivante. Pour au moins 40% de l'effectif, des personnes titulaires du diplôme d'État de puéricultrice, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d'État, des auxiliaires de puéricultrices diplômés, des infirmiers diplômés d'État ou des psychomotriciens diplômés d'État. Pour 60% au plus de l'effectif, des professionnels ayant une autre qualification dans le domaine de la petite enfance. Donc, après les différentes qualifications, le rôle de l'infirmière a été étayé. Elle veille à la santé des enfants et garante des protocoles de soins et des soins d'urgence et accompagne les auxiliaires de puériculture dans les soins prodigués aux enfants. Elle facilite l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques pour un enfant dont l'état de santé le nécessite. Elle accompagne l'équipe dans la mise en œuvre d'un projet d'accueil individualisé élaboré par le médecin traitant. Elle s'implique dans le projet pédagogique et contribue à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins dans l'établissement. Elle veille aussi à la sécurité,
au confort et à la conformité des locaux. Elle assure auprès de l'équipe et des familles des actions d'éducation et de promotion de la santé, notamment en matière de recommandations nutritionnelles, d'activité physique, de sommeil, d'exposition aux écrans et de santé. Enfin, elle contribue dans le cadre du dispositif départemental de traitement des informations préoccupantes au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être et à l'information de la direction et des professionnels sur les conduites à tenir dans ces situations. La préoccupation première des puéricultrices reste toujours la santé, le bien-être et l'équilibre de l'enfant. Ensuite, là, concernant l'agent technique, cet agent assure les missions d'entretien des locaux, du linge, de préparation du goûter. Il intervient aussi directement auprès des enfants. En ce qui concerne le projet d'établissement, a été ajouté un projet d'accueil qui présente des prestations d'accueil proposées, les dispositions prises pour l'accueil d'enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique, ainsi que la description des compétences professionnelles mobilisées. Un projet social et de développement durable qui prend en compte les spécificités locales, les besoins particuliers des familles, ainsi que les enjeux environnementaux. Donc, concernant les critères d'admission, aucune condition d'activité professionnelle ou assimilée pour l'un ou les deux parents n'est exigée pour l'accueil de l'enfant. Pour les familles non connues de la CAF, petite précision, le dossier d'admission comporte l'utilisation des services CDAP et de conservation des justificatifs de ressources. CDAP, c'est le service d'allocataire pour ceux qui ne sont pas connus de la CAF. Voici même pour les autres, pardon. Concernant les tarifications, une tarification spécifique sera appliquée pour un enfant en situation de handicap, bénéficiaire de l'AEEH à charge de la famille, qui permettra d'appliquer le taux d'effort immédiatement inférieur, même s'il ne s'agit pas de l'enfant accueilli. La mesure s'applique autant de fois qu'il y a d'enfants atteints de handicap dans le foyer. Les subventions publiques octroyées par la Caisse d'allocation familiale aux gestionnaires des structures d'accueil du jeune enfant sont basées en partie sur les heures de fréquentation réelles des enfants. Ces heures doivent être fiables pour que les subventions publiques versées par la CAF correspondent au juste financement. Dès lors, le gestionnaire est tenu à la plus grande vigilance quant au correct enregistrement de ces heures. Les familles sont invitées à informer la direction de la structure de toute erreur dans le relevé d'heures de présence réelle qui leur serait transmis. Des contrôles peuvent être diligentés par la CAF. Pour les modalités pour la facturation, une précision. Avant la mise en place du contrat d'accueil régulier, un contrat d'accueil occasionnel facturé au réel est mis en place pour le premier mois. Celui-ci comprend la période d'adaptation. Pour l'alimentation, elle est adaptée à l'âge de l'enfant. Le lait artificiel deuxième âge est fourni par la collectivité, choisi par le pédiatre. Il est le même pour tous. Pour un suivi médical, nous demandons aux parents de consulter leur médecin traitant pour remplir le certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité. Concernant les médicaments, il a fallu rajouter, conformément au décret du 30 août 2021, l'administration de médicaments relève d'une prescription réalisée par le médecin traitant de l'enfant. L'ordonnance doit être transmise par les parents. Une copie sera conservée au multi-accueil. Voilà, c'est terminé. J'ai pas été trop long. Non, très bien, merci. Tu nous as fait une lecture exhaustive des modifications qui sont apportées, sachant que c'est vraiment le règlement qui est très normé entre la CAF et la PMI. Les exigences doivent être prises en compte, donc c'est pour ça que je pense que c'est le règlement qu'on change quasiment tous les ans, parce qu'il y a tous les ans des nouveautés. Est-ce qu'il y avait des questions ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Et la dernière délibération, qui est la modification du comité social territorial local. Donc nous avions délibéré l'année dernière
suite à la création de ce comité social territorial, dans lequel je rappelle qu'il y a 3 représentants de la collectivité et 3 personnels titulaires de la même collectivité. Nous avions commis une erreur ou une chose qui n'était pas très cohérente, où on avait dit que les représentants du personnel titulaire avaient le droit de vote et que les représentants de la collectivité n'avaient pas le droit de vote. Donc on corrige cet élément pour dire que tout le monde sera amené à voter, enfin les 3 titulaires de la collectivité et les 3 membres du personnel. On a fait à ce sujet un CST cet après-midi, donc où uniquement le personnel a voté. Et ils étaient d'accord avec nous pour dire que, en effet, c'était pas très cohérent. Donc ça sera à partir du prochain CST qui aura lieu en septembre. Chacun pourra voter. Voilà, sur cette délibération, est-ce qu'il y avait des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Pour vous remercier de ce conseil municipal pour lequel toutes les délibérations ont été votées à l'unanimité, si je ne m'abuse. Donc merci à tous. Et je vais vous présenter rapidement la seule décision administrative qui a été prise, qui date du 4 avril 2023 et qui est relative à l'attribution du marché de services, surveillance et gardiennage des bâtiments et sites. Donc une consultation avait été lancée le 7 février 2023. Donc le MAPA s'est réuni le 14 mars 2023. La valeur, on a retenu l'offre économiquement la plus avantageuse, bien entendu, avec une valeur technique de l'offre qui représentait 60% des critères de la note finale et le prix des prestations pour 40%. Et il a été décidé d'attribuer le marché à la société PASS pour un montant minimum de 2 000 € hors taxe et pour un montant de 50 000 € hors taxe et d'autoriser à signer tout document y afférent. Pardon. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Est-ce qu'il y avait des questions? Alors, je précise tout de suite qu'on avait des problèmes de vidéo ce soir. Donc, je pense que la vidéo ne sera pas en ligne. Donc, on verra demain au moins pour mettre la bande audio. Juste pour préciser quand même, parce qu'on est embêté un peu depuis le début, on devrait bientôt avoir la fibre dans le bâtiment qui devrait résoudre le problème de connexion de faible débit qui génère toujours des problèmes sur la diffusion en vidéo. Donc la fibre devrait pas tarder à arriver. La demande a été faite à Orange depuis belle lurette et je crois que c'est quasiment en phase finale. Comme on devrait aussi avoir la fibre à Claretière, où l'IFAC l'attendait aussi impatiemment, notamment pour les inscriptions, parce qu'ils ne pouvaient pas brancher plusieurs ordinateurs pour les inscriptions, tant qu'il n'y avait que un débit limité. Donc voilà, je crois que la fibre arrive au fur et à mesure dans les bâtiments, au fur et à mesure aussi que Orange la déploie. Voilà, donc nous on essaie de faire avancer les choses. Voilà, ce petit point, cette petite précision. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, non, oui, non, oui. Une question concernant les broyeurs, on l'avait déjà évoqué il y a quelques temps. J'ai été interpellé au marché par des habitants qui se posaient la question de savoir qu'on disposait, si ma mémoire est exacte, de 2 broyeurs. Non, un seul, je crois. Ou un seul maintenant, oui, un seul maintenant, qui est au service technique. Qui est tractable avec une attache. C'est ça, oui. Et donc la question, c'est pourquoi on ne dispose pas de broyeurs plus petits qui sont... La métro, elle a choisi, je crois, ce modèle. Je crois pas qu'il y en ait. Je suis même pas sûr que dans les autres communes, il y ait d'autres modèles. Absolument. À Saint-Égrève, ils ont choisi l'inverse. Ils ont choisi que des petits broyeurs. Métro. Métro. Et donc, là, j'avoue que c'est vrai que, je sais pas. Nous, on a pris. Enfin, comme on en a, je crois qu'on en a qu'un, Jean-Louis. Il n'y en a plus qu'un. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit, il vaut mieux. Enfin, à l'époque, on avait choisi le plus gros, parce qu'on s'est dit, avec le plus gros, on peut faire plus petit, et qu'un plus petit, on peut pas faire plus gros. Donc, voilà. Non, mais qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Après, oui, c'est sûr que avantage et inconvénient. Bon, quand même, le gros avantage, c'est d'avoir un prêt de broyeur qui est quand même assez
facilité Par la métro. par la métro. Et par la mobilisation aussi des services municipaux, parce que c'est les services municipaux qui s'occupent. Absolument, voilà. absolument. Il faut les Donc, remercier pour ça. Bah les deux, donc, oui. est-ce qu'on Enfin, peut- je est-ce pense qu'on que peut une bonne étudier la coordination. possibilité d'avoir 2 petits broyeurs? Que ça permettrait à pas mal d'habitants de broyer. Là, pour l'instant, il y a des gens qui sont bloqués, ils peuvent pas broyer, donc ils envoient Je tout sais ça à pas, la on déchetterie. va se rapprocher de la métro, en sachant que je rappelle quand même que l'idée de la métro, c'était pas de mettre un broyeur dans chaque commune, c'était censé être groupé au niveau de plusieurs communes. Donc pour l'instant, nous on est un peu tout seuls, ils ont trouvé personne à nous rattacher, donc ça nous va bien, parce que du coup on l'a toujours à disposition. Mais l'idée c'était quand même de faire des pôles, des poules ou des pôles, je sais pas comment on peut utiliser les deux termes, pour dire que ça doit être aussi mutualisé entre plusieurs communes. Donc c'est même peut-être possible que les gens puissent aller à Saint-Égrève. Alors là je dis ça comme ça, mais j'ai pas de... faudrait qu'on se renseigne éventuellement. Alors, on pourra repasser une communication dans le Fontanillois. Absolument, parce que... Mais je sais déjà- pas hein, si c'est on déjà peut le cas aller, dans d'autres communes, si je on crois. peut Mais pas avec emprunter chez le voisin, je sais pas. Mais dans d'autres communes, il y a des fois où il y en a pas dans chaque commune. Donc, mais nous, on était censé être avec d'autres communes, mais pour l'instant, on a œuvré, on a réussi à avoir le broyeur rapidement, et puis on n'a pas d'autres, on le partage pas pour l'instant. Donc, ce qui fait plus de disponibilité pour les Fontanillois, mais ça durera pas forcément éternellement. Mais on se renseignera à savoir si un habitant peut aller l'emprunter dans la commune d'à côté, emprunter le petit modèle. J'avoue, j'ai pas la réponse. On donnera l'information dès qu'on l'aura. D'autres questions? Pas d'autres questions? Tout est clair? Bon. Eh ben merci à tous. Eh ben on va dire que le conseil municipal est maintenant terminé. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée.